Rachel Quarteng, bonsoir. Bonsoir. On va regarder la bande-annonce de votre documentaire et l'on revient vers vous. Tressé, crépus, bouclé. Voilà, c'est terminé le défrisage. Et si on démêlait tout ça? Le cheveu afro, il a été beaucoup bafoué. Quand je vais à un entretien d'embauche, je m'attache les cheveux. Le cheveu est esthétique et politique. Pour moi, avoir les cheveux lisses, c'était être accepté en fait. Femme noire, afro-descendante. Pourquoi on détestait nos cheveux? C'est peut-être parce que c'est pas moi le problème. On a mille et une possibilités avec le cheveu afro. Les cheveux, c'est vraiment ta couronne. Franchement, je kiffe. Cheveux afro, l'histoire d'une couronne innée à découvrir sur TV5 Monde Plus. Voilà, vous dites que c'est le mouvement social qui a le plus d'impact ces dernières années, c'est-à-dire? C'est-à-dire que beaucoup de filles comme moi se sont défrisées pendant des années. Et un jour, on dit stop. Stop au défrisant, stop au fait d'avoir les cheveux lisses, d'avoir une texture qui n'était pas la nôtre. Et en fait, ça a été un mouvement mondial parce que ça abîme les cheveux déjà. Ça abîme les cheveux, ça les détruit, ça brûle le cuir chevelu. Enfin, en vérité, c'est horrible un défrisage quand c'est on ce y que vous pense. nous racontez. Donc voilà, et ça a été un mouvement mondial en France, aux États-Unis, en Afrique. Alors justement, en France, on découvre la violence des enfants à l'école dans votre documentaire face à la différence cheveux lisses, cheveux crépus, jusqu'au marché de l'emploi, l'embauche, tellement que l'Assemblée nationale a dû adopter un texte de loi contre la discrimination capillaire en France. C'est dire l'enjeu. C'est dire l'enjeu et ça veut dire aussi que la problématique, elle est toujours présente. Même s'il y a eu un mouvement du retour naturel, ça veut dire en réalité que peut-être que toute la société n'a pas accepté, n'accepte toujours pas en fait les cheveux afro ou n'accepte tout simplement pas la différence. Donc ça veut dire que c'est toujours d'actualité, quoi. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, vous retracez toute l'histoire du cheveu, vous expliquez l'importance de la coiffure selon les pays d'Afrique. À partir du XVIe siècle vient l'esclavage et son impact sur le cheveu. Il y a l'enjeu économique, mais les Africains sont alors surtout rasés, donc déshumanisés, dites-vous. Oui, c'est ça. En fait, avant l'arrivée de l'esclavage, en Afrique, les Africains prennent soin de leurs cheveux. Leurs cheveux, pour eux, c'est une couronne. Et avec cet acte, en fait, ça marque vraiment... en fait, c'est un acte horrible, en fait. Un acte horrible et qui efface un peu leur culture, en tout cas leur culture capillaire. Parce qu'en fonction des pays, il y a une coiffure. En fonction des ethnies, il y a une coiffure. En fonction des pays, il y a des coiffures, il y a aussi des... C'est un langage, en fait, la coiffure. Ça veut dire que peut-être tu es fiancé, peut-être que tu es marié. Le statut social. Le statut social. Donc voilà, ça a plein de significations. Voilà. Et quand ils débarquent aux États-Unis, ils sont dépossédés d'un outil fondamental, le peigne afro. Oui, le peigne afro, c'est ce que dit en fait Juliette Smeralda. Elle dit que c'est l'outil par excellence. Elle est sociologue. Et voilà, Juliette Smeralda qui est sociologue, qui raconte que en fait le peigne afro, c'est l'outil par excellence et l'outil qu'on a perdu, en fait, que les Africains ont perdu quand ils ont été déportés. Et ils ont dû faire avec tous les outils qui se trouvaient devant eux. Et les peignes qui sont utilisés. Exactement, le peigne fin, qui n'est pas du tout adapté à la structure du cheveu. Qui sont utilisés par les cheveux des personnes sur place. C'est ça, caucasien, donc les cheveux lisses. Ils utilisent de la graisse de bacon parce qu'ils n'ont plus les huiles nécessaires ou les produits nécessaires. Donc ils ont dû faire sans, quoi. On découvre ensuite la naissance de l'afro, qui naît avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis, popularisé par Angela Davis, avec le slogan Black is Beautiful. Mais dans les années 80, le culte du cheveu lisse revient en force avec les défrisants et les dégâts dont vous parliez. C'est ce qui permet une nouvelle prise de conscience de l'identité afro, peut-être. Le fait d'abîmer les cheveux avec ces produits cosmétiques qui sont chimiques, abrasifs. Le fait d'avoir des produits aussi abrasifs, le mouvement derrière est aussi fort, en fait, parce que le défrisage, en réalité, tant qu'on n'en prend pas conscience, on pense que c'est normal. Mais une fois qu'on prend conscience que le défrisage, c'est nocif, que ça brûle le cuir chevelu, que ça altère aussi notre santé, tout simplement, même à l'intérieur, le mouvement qui est derrière est aussi fort.
Et pour moi, c'est juste la suite logique, quoi. Et c'est là que le cheveu fait partie intégrante de l'identité africaine. Il fait partie de l'identité africaine. Et là, il y a une complètement. prise de conscience. Et il y a une on s'en prise rend de compte. conscience parce qu'en fait, on se dit juste que c'est pas normal. Je pense que vraiment, on est arrivé à un point où on se dit que c'est pas normal. Et le fait aussi d'avoir Internet, d'avoir des personnes de divers continents, divers pays, qui racontent en fait la même chose que nous, je pense que ça a contribué à avoir une prise de conscience plus massive. C'est là que naît le mouvement Napi dans les années 2000, qui a un impact aussi sur les produits défrisants. Oui, du coup, sur oui, la vente complètement. des produits défrisants. En tout cas, ça a eu un impact sur les produits défrisants. Et aussi, surtout, on n'avait pas non plus de bons produits, même pas que les défrisants, mais de crème, etc. Ce n'étaient pas des bons produits pour nos cheveux. Et pareil, on a dit stop aussi à ce niveau-là. On s'est dit, mais en fait, nos cheveux méritent mieux que ça. Ils méritent de bons produits, ils méritent des produits adaptés, ils méritent des produits sains. Donc la prise de conscience, elle a été aussi à ce niveau-là. Ça peut ça pousse les marques en fait à créer de produits beaucoup plus sains pour les Exactement. cheveux. Entre 2012 et 2017, vous disiez que les ventes des défrisants ont baissé de 37%. C'est incroyable. Exactement, c'est incroyable. Oui. Oui. Vient ensuite donc l'avènement d'Internet, vous le disiez. C'est là qu'on s'aperçoit que les jeunes générations, comme vous, assument leur identité. C'est ça. Il y a une différence aujourd'hui quand même par rapport aux mères. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on assume de plus en plus notre identité. Et à travers le cheveu notamment, mais on voit que dans les années 60, c'était beaucoup l'afro qui était porté, mais là maintenant c'est l'afro, mais c'est aussi les coiffures africaines, donc les tresses, toutes sortes de coiffures en fait. Maintenant vraiment le mouvement Napi, c'est je m'assume, mais je fais les coiffures finalement que j'ai envie de faire, quoi. Mais c'est le combat de vos mères qui ont porté leurs fruits, on peut dire ça. Le combat de nos mères. Je sais pas parce que nos mamans, par exemple, ma mère, par exemple, avant d'arriver, quand elle était au Ghana, elle ne se défrisait pas les cheveux, elle connaissait pas le problème du défrisage en fait. Elle a connu le défrisage une fois qu'elle est arrivée en France. Donc, je sais pas trop. C'est un problème, c'est sûr, qui se transmet de génération en génération. Ça vient de l'esclavage, puis ça se transmet de fur et à mesure en fait. Donc, c'est un problème qui remonte de loin, je dirais. Plus que de nos mères, ça remonte encore avant. Et aujourd'hui, les youtubeuses qui prônent le retour au naturel, c'est elles aussi qui ont fait que il y a une évolution Complètement. dans la mentalité. Complètement. Pour moi, elles nous ont vraiment, en tout cas ma génération, elles nous ont vraiment éduqués au niveau du capillaire, des connaissances, de ce qu'on ne pouvait pas faire, de ce qui faisait pousser les cheveux. Elle nous a fait comprendre que les cheveux crépus, en fait, ils pouvaient être longs, qu'ils pouvaient être beaux. Et pour moi, elles ont joué vraiment un rôle majeur, en tout cas. C'est au regard de tout ce passé, de toute cette histoire, qu'aujourd'hui vous pouvez parler de révolution afro. Oui, pour moi, c'est une révolution. Et même Juliette Smeralda, qui a bien étudié la question, qui disait qu'elle aussi, quand elle est revenue en Martinique, qu'elle a vu toutes ces jeunes femmes avec les cheveux au naturel, elle-même, elle était vraiment surprise. Et oui, pour moi, c'est une révolution, parce que dans le documentaire, justement, il y a des filles qui se sont défrisées pendant 20 ans. 20 ans, c'est énorme, sachant qu'elles ont peut-être 34 ans parfois. Donc, c'est quasiment toute leur vie. Donc, pour moi, c'est une grande révolution, en sachant que c'est pas qu'en France, c'est aussi aux États-Unis, c'est aussi sur le continent africain, et c'est toutes les filles noires, finalement, du monde entier. Au point de vous demander si cette révolution sera enseignée dans les écoles. Exactement. Dans les cours d'histoire. Exactement. Parce que pour moi, c'est vraiment un mouvement majeur, quoi. On n'est pas revenu en arrière. Certains disent que c'est un effet de mode, mais 20 ans après, le mouvement, il est toujours là. Les filles sont naturelles. Et les jeunes filles qui ont 15 ans, maintenant, se posent même plus la question si oui ou non elles devraient se défriser. Donc, c'est vraiment que le mouvement a fait son travail, quoi. Cheveux afro, c'est la série documentaire à retrouver sur TV5 Monde Plus, et il est signé Rachel Quarteng. Merci beaucoup d'être passée dans nos locaux de TV5 Monde. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous. Quant à moi, je vous dis à lundi. Demain, retrouvez Dominique Timbakala à cette même place.